Bonjour mes amis investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser Capgemini, la société des conseils en informatique, une société qui est dans les CAC 40 parmi les 40 plus grosses sociétés du marché français. Si vous êtes ici pour la première fois, je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et dans cette chaîne on parle d'investissement à long terme. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo, parce que normalement je réponds tous les premiers commentaires ci-dessous cette vidéo. Cette vidéo fait partie de la série Bourseflix. C'est une série où j'ai fait l'analyse fondamentale d'actions, c'est l'analyse des long terme pour les sociétés cotées dans les marchés français. Bien sûr, je vais ajouter parfois des sociétés américaines ou des autres pays européens. Aujourd'hui, on va parler de Capgemini, une des principales sociétés d'informatique dans les marchés français. Donc, je vais faire une analyse d'une façon que vous pouvez utiliser cette vidéo d'ici quelques années. Ça veut dire que je vais analyser vraiment les fondamentaux, les bases de la société. Comme ça, vous pouvez comparer Capgemini avec ses concurrents, même d'ici quelques années. Je vais commencer en fait avec les données de la bourse et en fait parler un peu du secteur de domaine d'activité de Capgemini. Donc dans cette image, vous pouvez voir Capgemini, elle est dans les secteurs des technologies et services, dans la catégorie des services et informatiques et dans les segments des conseils en informatique, numérique et les clouds. La capitalisation de Capgemini est de 25 milliards en moyenne à ce moment. Bien sûr, elle peut gagner de valeur dans la bourse ou elle peut perdre. Quand je tourne cette vidéo, les prix actuels de Capgemini, c'est 158 €. Les dividendes par action, c'est de 1,95 € et les rendements de coût, c'est de 1,64% sur une moyenne de 5 ans. Ça veut dire en fait que si vous avez, on va dire 100 € d'action de Capgemini, elle va verser 1,64 € en fait en forme de dividendes à chaque année. C'est la moyenne des 5 dernières années. Les taux de versement des dividendes, ça veut dire parmi tous les bénéfices qu'elle génère pendant une année, elle verse 23,70% en forme de dividendes aux actionnaires. Les BNA, les bénéfices nets par action, c'est de 5,55 € par action. Donc actuellement, c'est une société qui cote sur le prix sur les bénéfices nets par action ou les PR de 28. Dans l'image suivante, je vais vous montrer les résumés de l'activité de Capgemini. Comme vous savez, les sociétés normalement qui travaillent dans l'informatique, elles vont faire des prestations de services ou des services bien spécifiques pour plusieurs types d'industries comme l'automobile, l'aéronautique, etc. Donc, je vais vous montrer cette image. Vous pouvez voir qu'ils ont des clients dans l'aéronautique, dans les clouds des data, qui sont tous les data, toutes les données qu'on possède qui restent en ligne. Pour les sociétés automobiles comme Renault, Peugeot, etc. Dans la chimie, dans la consommation, dans les high-tech, tout ce qui est lié à l'électronique et aussi dans l'industrie. Je vais parler maintenant un peu de l'histoire de Capgemini. Comme c'est une société informatique, vous pouvez imaginer que l'activité a commencé récemment. Ce n'est pas trop le cas. La société, elle date déjà dans les marchés, pas seulement dans les marchés boursiers, mais aussi dans les marchés globaux en soi, dans l'économie française. Je vais du coup commencer en parlant un peu de l'histoire de Capgemini. Donc Serge Kampf a fondé la société en 1967 à Grenoble et en 1975, il fait l'acquisition de deux sociétés de services informatiques, Cap et Gemini, Computer System. Et du coup, il a fait cette société l'entreprise leader du marché européen avec une présence sur 21 pays. C'était pendant les années 90 que la société a fait des investissements aux États-Unis. C'est là en fait qui a fait tourner complètement l'investissement de Capgemini avec beaucoup de développement sur les États-Unis où les chiffres d'affaires en fait a commencé à augmenter énormément. Si on saute une décennie, on arrive dans les années 2010, la société en 2015 elle possédait déjà 85 000 employés au monde entier. Et en 2010, les groupes adoptent la phrase People Matter, Results Count. Comme je vous avais expliqué, Capgemini elle a beaucoup de clients dans plusieurs domaines d'activité. Maintenant, je vais vous montrer quelques données spécifiques de chaque secteur d'activité de Capgemini. Comme vous pouvez voir dans l'image suivante, on a les services qui vont peser 5%, l'énergie et utilité 9%, la consommation 12%, tout ce qui est télécommunications, médias et technologiques 13%. On a les secteurs publics qui pèsent 13%, les finances 23% et la manufacture 25% de l'activité de Capgemini. Donc maintenant, je vais vous décrire un peu de l'activité de Capgemini dans chaque secteur. Parce que quand on parle d'investissement dans la bourse, on essaie de toujours comprendre ce que la société elle fait. Quand on va investir sur une société d'informatique, c'est un peu flou en fait, tous les types d'activités qu'elle peut faire pour les autres sociétés. C'est pour ça en fait que je vais commenter quelques secteurs qu'elle travaille dedans. Comme par exemple dans le secteur automobile. Comme vous pouvez voir dans l'image suivante, en fait, ils vont toujours viser sur la mutation digitale, surtout par rapport en fait l'informatique intégrée au véhicule, surtout si on parle des véhicules électriques ces dernières années. Aussi, ils vont faire la mise en œuvre des nouvelles expériences des clients. Du coup,
tout ce qui est lié à l'expérience du client, par exemple dans les véhicules ou avec les systèmes de véhicules. Et aussi, ils vont faire des systèmes pour mettre en œuvre des nouveaux systèmes d'information et infrastructures des technologies, d'information et technologie. Quand j'ai parlé du secteur des manufactures, qui pèse plus de 20% de les portefeuilles d'activité de Capgemini, on parle forcément des centres de distribution et vente. Du coup, dans l'image suivante, vous pouvez voir qu'ils ont une vision ensemble de la chaîne. Du coup, ils arrivent à estimer avec l'informatique où la consommation est plus élevée. Ils arrivent en fait à comprendre mieux l'ensemble de la chaîne et la consommation des clients. Ils vont anticiper l'évolution de la production aussi pour savoir en fait si l'offre, la demande est parfaite. Parce que dans ce sens-là, la société peut aussi mesurer exactement combien elle va dépenser de l'argent les mois à venir et aussi contrôler les chiffres d'affaires par rapport à toutes les dépenses. Ils vont aider aussi même les sociétés à diversifier la base des fournisseurs. Pour la partie aéronautique, par exemple, ils vont travailler dans les centres de contrôle des satellites, les centres de programmation des missions, la maintenance d'applications des systèmes critiques, donc les systèmes en fait d'urgence dans le système aérien. Ils vont faire des plateformes digitales pour accompagner le développement des applications spatiales et de nouveaux services. Donc, vous voyez qu'en fait, l'activité de Capgemini est bien complète dans beaucoup de domaines d'activité. Comme vous pouvez voir, ils font de la prestation des services pour la production d'électricité, des technologies propres, la distribution, collecte et traitement de l'eau et les services pétroliers et gaziers en amont et en aval. Juste une curiosité maintenant, quand je suis arrivé en France, quand j'ai commencé à étudier mes premières sociétés achetées, car j'avais un portefeuille brésilien, je commençais à faire l'analyse fondamentale d'actions, je suis tombé sur quelques sociétés que j'étais intéressé, comme par exemple Jacques Bogart, Katana, toujours j'ai un biais plutôt des small cap et quelques grandes sociétés qu'on appelle des big caps. Du coup, je commençais à regarder plutôt les small caps et parmi les small caps, j'ai trouvé Altran. C'était une société de conseil en informatique, en ingénierie, que je m'intéressais beaucoup. Elle avait des bons fondamentaux, elle n'était pas surcotée. J'ai trouvé une excellente société. Du coup, les deux premières sociétés que j'ai achetées, c'était Jacques Bogart, une société de cosmétiques mid et small cap, et Altran, qui est une société de conseil en ingénierie. Et après une année et quelques, en fait, Capgemini a acheté Altran. Du coup, en fait, ils ont acheté toutes les actions que j'ai possédées. Bien sûr, ils ont payé une marge pour avoir mes actions, pour tous les actionnaires. Et du coup, j'ai perdu, entre guillemets, la première société que j'avais achetée dans les marchés français. Mais déjà commencé avec une bonne plus-value. Ensuite, du coup, Altran, elle était attachée à Capgemini et du coup, fait partie du groupe Capgemini. Maintenant, je vais vous montrer l'évolution du chiffre d'affaires de Capgemini les dernières années. Dans les graphiques, vous voyez en fait qu'en 2018, le chiffre d'affaires c'était des 13,2 milliards, en 2019 des 14,1 milliards et en 2020 des 15,8 milliards de chiffre d'affaires. Donc maintenant, ce qu'on va analyser, c'est la répartition du chiffre d'affaires par rapport aux domaines d'activité et aussi par région géographique. Donc dans l'image suivante, vous voyez à gauche la répartition du chiffre d'affaires par rapport aux régions géographiques. Donc l'Amérique du Nord pèse 31%, du coup la majorité du chiffre d'affaires de Capgemini vient en dollars en fait, 31%. 29% c'est sur l'Europe, 22% en France, du coup vous voyez qu'en Europe on est très concentré sur la France, on a 11% sur les Royaumes-Unis et 7% sur les pays de l'Asie-Pacifique. Si on regarde la répartition du chiffre d'affaires par secteur, 25% c'est sur les services financiers, 22% sur l'industrie, 13% sur les secteurs publics, 12% sur les biens de consommation et commerce, 12% sur la télécommunication, 10% sur l'énergie et 6% sur les services. Là, ce sont les données de 2020. Donc, ce sont les données, c'est la dernière année qu'on a eu une année comptable fermée. Ensuite, si on analyse la répartition de chiffre d'affaires par métier, on a que les 70% viennent de l'application et technologie, 31% de l'opération ingénierie et 7% de stratégie et transformation. Maintenant, je vais parler un peu de la liquidité de l'action de Capgemini. On sait en fait que la majorité d'actions de Capgemini sont disponibles en public. Ça veut dire que toi, moi, tout le monde peut acheter l'action. À ce moment, 92% des actions de Capgemini sont en flottant. En flottant, on appelle en fait quand les actions sont disponibles dans les marchés. Ça veut dire qu'environ 8% ne sont pas flottantes. Ça veut dire qu'en fait, ces actions en fait sont achetées par le propre Capgemini ou des investisseurs institutionnels qui ne vont pas négocier ou avec des gens qui sont dans la tête de la société. Surtout les CEO, les PDG des sociétés, ils ont toujours des actions attachées à des options. Ça veut dire en fait s'ils vont battre un niveau d'atteinte des chiffres d'affaires, des résultats dans la boîte, ils vont recevoir des actions. Du coup, il y a toujours une partie des sociétés qui n'est pas négociée en bourse. Normalement, la majorité des sociétés de CAC 40 ont des flottants énormes, de plus de 80%. C'est le cas de Capgemini. Si on regarde la liste des principaux fonds d'investissement qui investissent sur Capgemini, on a Fidelity Management, Amundi, la société européenne de management et émettrice d'ETF, Norges Bank et des Vanguard Group, les fonds d'investissement américains. Capgemini, c'est une société qui beaucoup de ses actions qui sont disponibles dans les marchés est achetée par des fonds d'investissement.
Si vous regardez l'image suivante, vous voyez que seulement 0,2% c'est des autodétentions, ça veut dire que Capgemini possède ses propres actions. 7,2% ce sont des particuliers comme moi et vous. 7,1% est administré par les salariés et fait partie du groupe en fait. Et 85% fait partie d'investisseurs institutionnels. Et 66% de cet investissement, de la partie des investisseurs institutionnels, vient de l'étranger, de l'international. Et seulement 19,1% vient de la France. Si on parle des managements, l'actuel PDG de Capgemini est dans ses postes à plus de 10 ans. Il s'appelle Ayman Ezzat, il était né en 1961. Il est titulaire d'un master spécialisé en ingénierie chimique de l'École supérieure de chimie, physique et électronique de Lyon. Il possède un MBA aussi à l'école de management UCLA, très connue aux États-Unis. Avant de devenir le PDG, il a changé sur plusieurs postes chez Capgemini pendant 10 ans jusqu'à devenir en fait les chefs de la boîte. On va jeter un œil maintenant sur les graphiques historiques de Capgemini. Comme vous pouvez voir, Capgemini comme société informatique en toute croissance aux États-Unis au début des années 90, ils ont fait partie de la bulle de l'Internet dès 2001. Vous pouvez voir en fait que la société elle arrivait même proche des 400 € à l'époque et après elle a eu une chute énorme de plus de 80%. Dès 2003 jusqu'à 2013, c'était en fait une période plutôt stable mais sans croissance. À partir de 2013, la société a commencé à progresser beaucoup dans la bourse. Si on fait un zoom sur ces graphiques et on regarde seulement les 5 dernières années, vous allez voir en fait que la rentabilité accumulée c'était de 5%. Et en fait, si on analyse la rentabilité juste avant les Covid, dans les mois de janvier, début février, et si on compare cette époque-là avec les cours aujourd'hui, la société a gagné 41%. Mais si on compare la chute de Covid, du coup la pire période où les cours de l'action ont chuté plus, la société a gagné déjà 140% dans la bourse, du coup une hausse énorme. À ce moment, elle est cotée à 28 fois les bénéfices générés par action. Comparé à ses concurrents, c'est dans les mêmes niveaux. Ils possèdent en fait ces ratios de PR des niveaux de 28, 30, 33. Du coup, même avec cette valorisation, elle continue dans les mêmes prix des concurrents quand on parle de valorisation boursière. Si vous avez déjà regardé des autres vidéos de la série Bourseflix, je vous recommande. J'ai déjà parlé des Air Liquide, Danone, Airbnb par exemple. Je parle des forces des porteurs. C'est quoi les forces des porteurs? On fait l'analyse des menaces intrasectorielles, des menaces des nouveaux entrants dans les marchés, les pouvoirs de négociation que la société possède avec les clients, les pouvoirs de négociation avec les fournisseurs et les produits de substitution. Si quelques produits peuvent remplacer les produits que Capgemini fournit au marché. Du coup, on a une échelle qui va de 0 à 5. Donc, la couleur verte, c'est celle qui, en fait, on a les meilleurs niveaux. Ça veut dire que la société, elle est bien positionnée. Et les rouges, la société, elle n'est pas bien positionnée. Grosso modo, Capgemini, elle possède un bon niveau, en fait. Donc, mais il n'y a aucune force des porteurs qui est excellente. Elle reste niveau 4 sur les 5 critères. La menace intrasectorielle, en fait, c'est un marché avec une concurrence énorme, mais Capgemini est dans les marchés depuis plusieurs décennies. Et donc là, elle arrive en fait à s'imposer aussi dans les marchés, même un marché super concurrentiel. La menace des nouveaux entrants, ça existe, mais justement grâce à la taille de Capgemini et tous les projets et secteurs qu'elle touche, c'est difficile d'un nouveau entrant arriver maintenant dans les marchés et remplacer Capgemini et ses concurrents dans les marchés. Pour les pouvoirs de négociation avec les clients, bien sûr, une fois qu'on a un système informatique installé, c'est difficile d'échanger. Imaginez une société qui possède un système informatique, on va mettre toujours les informations par rapport aux paiements, les chiffres d'affaires, les remboursements, etc. Simplement l'effet d'échanger les systèmes, ça va donner beaucoup plus de coûts que simplement en fait garder la même société qui faisait la maintenance et la création de logiciels. C'est ça un avantage des sociétés informatiques, car en fait une fois qu'ils vont arriver à avoir un client, très difficilement un autre va la remplacer. Bien sûr que la concurrence est élevée dans ce type de domaine d'activité, mais c'est pour ça en fait qu'il faut que les produits soient de haute qualité, les services soient de grande qualité. Les pouvoirs de négociation avec les fournisseurs, dans ces cas pour Capgemini, c'est plutôt la négociation avec les employés. Un coût énorme pour les business de Capgemini, c'est les employés, les programmateurs, les gens qui travaillent dans l'informatique, les ingénieurs, etc. Donc en fait, la négociation avec les fournisseurs, c'est dans le sens de trouver des bonnes qualités dans les marchés de travail et garder les bonnes têtes dans la société. Pour les produits de substitution, comme j'avais dit, c'est difficile de remplacer en fait certains systèmes qui sont déjà en fait installés sur certaines sociétés. Du coup, dans ces cas-là, un nouveau concurrent peut offrir une nouvelle solution pour un problème de l'industrie, mais Capgemini est capable de fournir en fait tous les produits et services qu'une société industrielle ou de l'automobile peuvent demander. Maintenant, on va analyser la matrice SWOT. Comme vous pouvez voir sur l'écran, la matrice SWOT, on va analyser les points forts, les points faibles de la société et on va analyser en fait si les points forts et si les points faibles, ce sont des facteurs internes qui sont contrôlables par la société ou ce sont des facteurs externes.
qui sont des facteurs incontrôlables. Du coup, on va dire que les points forts qui sont des facteurs internes, du coup à gauche en haut, ce sont les forces de la société. C'est quoi les forces de Capgemini? Elle a une diversification sectorielle qui n'est pas négligeable, du coup elle est diversifiée sur plus de 6 secteurs qui sont des grands secteurs. Elle a des marges élevées, car les secteurs d'informatique toujours remportent des marges élevées, ça c'est important. Elle a un positionnement fort de la transition digitale. Elle est beaucoup dans les domaines d'activité du cloud, du data, certains domaines d'activité des technologies qui vont sûrement être gagnants à moyen et long terme. Elle a des faiblesses, du coup on va analyser à gauche en bas, du coup ce sont des facteurs internes et des points faibles. Elle a un management des activités. Un point faible, c'est lié au management des activités, l'infogérance. En fait, ça fait quelques années qu'il y a une polémique liée en fait que les managements des activités en interne de la société, c'est pas de grande qualité. Ils ont dit qu'ils ont changé les processus, les responsables, etc. Mais c'est un point faible à remarquer. Elle a une forte sensibilité de résultats aux frais des personnels, comme j'avais dit. En fait, avec 85 000 employés, cette masse salariale va peser énormément dans la finance de la société. Et comme vous savez, un ingénieur ou un informaticien qui est très expérimenté sur un certain domaine d'activité va être mieux payé que les restes de la société. Du coup, en fait, les poids des salaires d'un Capgemini, ça pèse énormément. Du coup, c'est un point interne et c'est une faiblesse, mais c'est le domaine d'activité est comme ça. Si elle n'a pas de stock, etc., en fait, tous ces types de coûts qu'elle pourrait avoir si elle vendait des voitures, etc., en fait, elle a un autre type de coûts, qui c'est les coûts avec les employés. Et bien sûr, sans employés, on ne peut jamais avoir une société. Du coup, en fait, c'est une boucle en fait, qui se ferme. Elle dépense avec des employés, mais c'est des employés qui vont ramener de l'argent. C'est normal, c'est l'activité. Pour la partie à droite en haut, parmi les facteurs externes, en fait, des points forts, on a les opportunités. Elle a des opportunités dans les market share, ça veut dire qu'elle peut gagner des parts de marché encore, surtout qu'elle n'est pas placée bien dans les marchés asiatiques. Simplement 7% de la rentabilité de tous les chiffres d'affaires de Capgemini vient de l'Asie. Ça serait en fait un continent à essayer d'explorer, d'essayer de gagner un peu plus d'argent là-bas. Une autre opportunité, ce sont les activités technologiques en croissance comme les clouds, les data. Ça vient de commencer, elle est bien positionnée, elle peut gagner encore plus de marché dans ces domaines d'activité. Par rapport aux menaces, du coup les facteurs externes, mais des points faibles, il y a une menace intrasectorielle. Il y a certains domaines d'activité qui simplement la concurrence peut offrir la même chose avec un prix moins élevé. Ça peut arriver, mais certains logiciels, certains systèmes informatiques peuvent pas être changés d'un jour sur l'autre. Du coup, là, elle est bien protégée, mais il y a certains types de domaines d'activité dans l'informatique, dans l'industrie, qui peuvent être remplaçables. Il y a aussi une menace, c'est qu'elle possède en fait un market share, une présence dans les marchés émergents et asiatiques, beaucoup inférieur par rapport aux concurrents. Les concurrents sont déjà là-bas, du coup, elle doit profiter pour augmenter les marchés là-bas avant que tout soit bouffé par la concurrence. Maintenant, je vais vous montrer en fait l'échelle des antifragilités. En fait, à gauche, on a c'est la société fragile et à droite, la antifragilité. Antifragile, c'est quelque chose en fait qui va devenir plus forte après avoir un coup, après recevoir en fait un choc. En fait, l'opposition des fragiles, c'est pas simplement quelque chose qui est forte, résistante. C'est quelque chose qui va devenir plus forte et résistante avec les chocs. Du coup, ça va c'était des problèmes de fragilité des Capgemini. Comme vous pouvez voir dans l'image, les concurrents, ce sont des grandes sociétés. L'environnement sectoriel est déflationniste et fortement concurrentiel. Du coup, en fait, tout ce qui est lié à la concurrence, ce sont des choses qui vont gêner en fait les développements de Capgemini. Elle va pas pouvoir dépenser beaucoup d'argent avec des nouveaux employés pour grandir la société encore plus rapidement, car simplement ça va peser dans les systèmes financiers de la société et ça va peser aussi dans le sens qu'elle ne va pas avoir beaucoup de marge pour négocier. Et du coup, les concurrences qui sont énormes peuvent arriver et dépenser de l'argent juste pour voler des clients de Capgemini. Du coup, la partie concurrentielle, c'est celle qui va gêner plus en fait l'investisseur qui investit sur Capgemini. Des points des antifragilités, c'est la croissance continue des offshore. En fait, Capgemini, elle est dans le monde entier, c'est une société globalisée. Du coup, même si on a une crise sur certains secteurs de l'activité, sur un continent par exemple, ça ne va pas impacter tous les domaines d'activité de Capgemini. Et évidemment, la recette vient de plusieurs types de secteurs. Du coup, c'est aussi une bonne diversification, pas seulement des devises géographiques, mais aussi des projets, des secteurs d'activité, comme je vous ai montré tout à l'heure. Sur les sites de Capgemini, vous pouvez trouver dans la partie investisseurs les dividendes versés les dernières années. Donc, comme vous pouvez voir, Capgemini, c'est une société qui verse des dividendes depuis plusieurs années. Du coup, ici, on a l'historique de 2012 à 2020. Vous pouvez voir en fait que la distribution, elle était de 44% en 2012. Actuellement, elle est d'environ 35%. Du coup, toujours reste entre 25 et 45% de la distribution.
Par exemple, si Capgemini elle faisait 100 millions de résultats nets à la fin, la dernière ligne, c'est les résultats qui vont entrer dans la poche, dans le compte bancaire de Capgemini. Elle verse environ entre 25 et 44% de cet argent-là vers les actionnaires, vers tout le monde qui possède des actions de Capgemini. Et bien sûr, si on va en fait prendre cette somme d'argent qu'elle va verser en forme de dividendes et on divise par la quantité d'actions disponibles dans les marchés, on arrive à trouver les dividendes par action. Et du coup, comme vous pouvez voir, en 2012, c'était des 1 euro par action. Actuellement, c'est 1,95 €. Et là, on voit une croissance des versements des dividendes, ce qui c'est très intéressant pour quelqu'un qui est investi avec un biais à dividendes pour avoir de la rente passive. J'ai déjà fait des vidéos où je parle des dividendes, je vais laisser les liens ci-dessus. Ce sont des vidéos bien complètes et je pense que ce sont parmi les meilleures vidéos que j'ai déjà faites dans cette chaîne. Je vous recommande de regarder. Du coup, pour continuer dans les sujets des dividendes, dans l'image suivante, vous pouvez voir en fait que les rendements sur les 5 dernières années, ça veut dire les pourcentages versés des dividendes par rapport à l'action, c'est de 1,64%. Ça veut dire que si vous achetez une action de Capgemini aujourd'hui, dans un an, en moyenne, vous allez recevoir 1,64% de cette valeur en forme de dividende. On suppose que l'action va arriver à 100 € par exemple et continue à verser 1,64% des dividendes par an. Vous allez recevoir du coup 3,28 €. Du coup, deux fois cette valeur-là. Je vais vous montrer maintenant les ratios des valorisations. Les niveaux de valorisation, c'est quoi? On peut comparer par exemple des sociétés concurrentes et voir en fait si les prix qu'elle a négociés dans la bourse est surévalué ou sous-coté en fait. Si la société elle est très chère, on va dire, si les ratios ont une valeur très élevée, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'attentes très élevées de la société. Il faut qu'elle ait des croissances très élevées pour arriver à battre les attentes du marché. Quand on regarde en fait pour Capgemini, elle a actuellement un PR qui varie entre 27 et 29. L'industrie possède en fait, les concurrents possèdent cette moyenne au niveau de 30-31, donc un peu plus élevé que Capgemini. Si on regarde aussi les cours de l'action par rapport aux ventes, que c'est les cours de l'action par rapport en fait, des chiffres d'affaires par action, Capgemini possède une valeur beaucoup plus petite que les concurrents. C'est 1,61 contre 3,85 pour les concurrents. Si on analyse les ratios PER de coût sur plusieurs années, on voit en fait les graphiques de Capgemini que la moyenne, si on prend des 2011 jusqu'avec des estimations pour 2022, 2023, on a que la moyenne de PR c'est de 17,2. C'est en fait combien l'action vaut plus que les bénéfices générés par action. Du coup là, à ces moments, elle est surcotée par rapport à la moyenne qu'elle a eue, mais surtout que 2011 à 2016, elle était dans une partie stable, on va dire, elle n'avait pas des croissances très élevées. Une fois qu'on est arrivé en 2017, elle a eu des croissances très élevées, c'est pour ça que les PR ont augmenté la valeur aussi. Un autre ratio de valorisation qu'on peut avoir, c'est la valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA. EBITDA, c'est Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. C'est tous les gains que la société elle fait avant de payer les intérêts, les taxes, les dépréciations et les amortissements. Du coup, en fait, c'est tout l'argent que la société elle crée avec l'activité, avant de payer les impôts, les taxes, des choses qui ne sont pas liées directement avec l'activité. Les valeurs de l'entreprise, en fait, c'est la capitalisation de la société, moins en fait les dettes nettes que la société possède. Du coup, c'est vraiment, on prend la valeur de la société et on enlève les dettes qu'elle possède pour savoir combien ça reste. Ces ratios, il est très utilisé surtout pour des sociétés de croissance, les small caps et aussi des grandes capitalisations comme Capgemini, mais en fait, quand ils sont dans les domaines d'activité de croissance élevée, comme l'informatique par exemple. Du coup, on voit que la moyenne pour Capgemini sur les dernières années, c'est de 8,75 et à ces moments, elle est d'environ 10,40, un peu plus surcotée par rapport les 10 dernières années. Quand on investit sur une société, on est intéressé à savoir la rentabilité, si la société elle arrive à générer de la richesse. Quand on devient en fait actionnaire, on va être partenaire de la société. Si la société elle gagne, on va gagner avec. Et du coup, c'est pour ça qu'on va analyser les ratios des rentabilités. Parmi les ratios de rentabilité, les principaux qu'on regarde, il y a la marge d'exploitation et la marge nette. La marge d'exploitation de Capgemini, c'est de 9,55% sur les 5 dernières années, avec contre une moyenne de 13,95% des concurrents. Vous voyez en fait que la marge d'exploitation, c'est plus élevé pour les concurrents. Quand on analyse la marge bénéficiaire nette, c'est la marge qui reste à la fin à la poche des Capgemini, c'est de 6,22% sur les 5 dernières années. Ça veut dire que si ça rentre 100 millions dans la poche des Capgemini à la fin, depuis avoir payé les employés, etc., c'est vraiment la dernière ligne de compte des résultats. Tous les 100 millions, ça va rester 6 millions et des 120 000
Hero. Les concurrents, ça va rester 9,5%, plus élevé. C'est exactement pour ça que la valorisation des concurrents dans la bourse est plus élevée. Les attentes sont plus élevées pour les concurrents que pour Capgemini. Mais quand même, ça reste un bon niveau des marges. Un niveau des marges nettes des 6%, c'est déjà très bien par rapport à beaucoup des sociétés qu'on a dans les marchés. Un de mes ratios préférés, c'est les ratios des rentabilités sur capitaux propres. Ces ratios, en fait, ils montrent combien des richesses la société peut créer à partir de l'argent qu'elle possède, à partir de l'argent des actionnaires et des gens qui ont investi dans la société. Dans ce cas, tu peux voir que pour Capgemini, c'est 11,7%. C'est très proche de celui des concurrents, des 11,82%. Et les rentabilités sur les actifs, c'est des 4,93 contre 6,23 pour les concurrents. Je préfère regarder toujours la rentabilité sur les capitaux propres. Ça, c'est plus parlant dans le sens que les capitaux propres, c'est tout ce que la société possède. Les actifs, moins les passifs. Et comme disait Peter Lynch, toujours, une société qui n'a pas de dettes, elle ne fait pas de faillite. Et si elle ne fait pas de faillite, on ne va jamais perdre au moins tout l'argent qu'on avait mis dans la société. Si on analyse les ratios des dettes, on voit que la dette de long terme par rapport aux capitaux propres, c'est de 127% pour Capgemini. Et si on regarde la dette comprise, les dettes de long terme et court terme sur les capitaux propres, c'est de 148%. On voit que les concurrents sont beaucoup moins endettés. Quand la valeur elle dépasse les 100%, ça veut dire en fait qu'elle a plus de dettes qu'elle possède d'actifs. Quand on dit actifs, on parle là plutôt des capitaux propres, les actifs moins les passifs. C'est qui reste en fait des actifs avant avoir payé les dettes. Du coup, Capgemini, c'est une société bien plus endettée que les concurrents, mais ce n'est pas un niveau dramatique des dettes. Ça commence à être élevé, il faut faire attention, mais ce n'est pas quelque chose qui va nous empêcher peut-être d'investir si vous êtes intéressé. Mais quand même, surtout une période instable comme on vit maintenant, c'est une valeur élevée. Si vous regardez cette vidéo dans quelques années, il faut faire attention à ces ratios pour voir s'ils ont arrivé à diminuer la dette de long terme. Comme on a comparé les données de Capgemini avec les concurrents, je vais parler des principaux concurrents de Capgemini. Vous pouvez voir en fait dans cette image-là les principaux concurrents qu'on a dans le monde. C'est Accenture, IBM, Capgemini, Atos et DXC, les principales sociétés en fait des IT services. Ça veut dire des sociétés qui travaillent dans le domaine de l'informatique en fait, des prestations de services informatiques. En regardant les graphiques comparatifs des 5 dernières années des Capgemini par rapport aux concurrents, on voit que Capgemini a gagné 75%, Accenture 136%, Tata Consultancy, c'est la société asiatique, 143%. Du coup, on a beaucoup de sociétés qui ont fait des rentabilités plus élevées que Capgemini. On a vu que Capgemini avait des marges moins élevées, mais quand même restait un bon niveau des marges. Mais comparé aux concurrents, les concurrents ont pu accélérer plus rapidement que Capgemini. C'est exactement pour ça, probablement, que les cours de l'action par rapport aux bénéfices générés des autres sociétés, c'est plus élevé qu'on a vu au niveau des valorisations des autres sociétés. Si on regarde par exemple un des principaux concurrents que c'est Accenture, vous allez voir en fait que la courbe elle est beaucoup plus propre dans le sens qu'il y a moins de volatilité et la croissance était beaucoup plus nette. Vous voyez aussi que les rendements c'est de 1,24%. Du coup, ce type de société ne verse pas beaucoup de dividendes normalement. Et les cours sur les bénéfices étaient des 33. Cette société elle pèse aussi beaucoup plus que Capgemini dans la bourse. Elle emploie des 188 milliards de dollars dans la bourse. Donc vous voyez que IBM et Accenture sont les principales sociétés concurrentes de Capgemini. Si vous allez acheter une société par exemple dans les comptes titres, vous pouvez toujours comparer ces trois sociétés. Dans les PA, on reste limité quand même à acheter Capgemini. C'est déjà une belle société, mais si vous voulez en fait vraiment acheter la meilleure société de chaque secteur, il faut toujours comparer. Comme cette vidéo elle est faite pour les long terme, toujours du coup comparer ces trois sociétés ou des autres qui peuvent apparaître ou de gagner de marché quand vous allez en fait analyser les sociétés des prestations des services informatiques. Vous pouvez toujours comparer les principaux concurrents du marché. Dans ces graphiques-là, vous pouvez voir en fait les cours de Capgemini par rapport à ce que les analystes pensent être les prix justes de Capgemini. Du coup, ça veut dire qu'elle est sous-cotée à ce moment. Ça veut dire en fait qu'elle a du potentiel de gagner en fait quelques pourcents pour que les cours arrivent à la valeur intrinsèque. Mais comme vous pouvez voir, depuis 2018, en fait, il y a cet écart-là. Pour la majorité des cas de sociétés où on a toujours ces écarts-là, c'est difficile de dire que la société un jour va trouver la valeur intrinsèque que les analystes pensent qui vaut la société. Du coup, faites attention toujours à la valorisation de la société et aussi à l'avenir de la société si vous voulez devenir partenaire de long terme. Pour faire la conclusion, Capgemini, c'est une société qui a une rentabilité très importante depuis 2015 et surtout après la crise Covid où l'informatique en fait a une importance encore plus élevée, la société a gagné 140%. Même avec une hausse énorme, les cours sur les bénéfices nets, c'est de l'ordre de 28. Donc, elle n'est pas surévaluée par rapport aux concurrents. Mais les concurrents ont des attentes un peu plus élevées.
Comme vous avez vu, Accenture ici montre ces moments de société où il a plus de potentiel que Capgemini. Mais Capgemini reste une belle société, surtout parmi les CAC 40, les 40 principales sociétés de marché français. On pourrait dire que Capgemini va toujours se placer dans les top 10 ou dans les top 15, surtout quand on va comparer avec des autres sociétés qui possèdent des marges beaucoup moins élevées et une valorisation plus élevée peut-être. Dans un scénario positif, Capgemini peut gagner de marché dans l'Asie et aussi augmenter son espace dans les marchés américains, ce qui peut bien rapporter de la rentabilité à long terme. Dans les points négatifs, on peut voir la concurrence des sociétés qui sont déjà géantes dans le domaine d'activité. Donc il faut que Capgemini puisse s'agir en fait dans le sens de gagner de la concurrence, gagner de nouveaux clients pour assurer que ces clients peuvent rester pendant quelques années. Les contrôles avec la dépense des employés, c'est important. C'est la principale dépense de Capgemini dans ces marchés-là. L'astuce principale que je vous donne, c'est de toujours comparer Capgemini avec les concurrents et comparer les données que j'ai montrées dans cette vidéo dans les années au futur si vous allez analyser Capgemini dans une nouvelle opportunité par exemple. Si vous pensez que le domaine d'activité informatique sur les clouds, intelligence artificielle, etc. va être gagnant à long terme, les sociétés de ce domaine d'activité vont être gagnantes aussi. Il suffit de choisir celle qui va être la plus gagnante ou possède des marges élevées qui va gagner des concurrents. Rien n'empêche non plus d'avoir 2 ou 3 sociétés dans les domaines de votre portefeuille. Mais dans ces cas, il faut que votre portefeuille ait au moins 15 ou 16 sociétés pour ne pas se surpayer un seul secteur d'activité dans les portefeuilles. Si vous voulez savoir comment faire une analyse fondamentale d'action en visant l'investissement de long terme dans la bourse, je vous invite à télécharger mon e-book d'analyse fondamentale d'action qui a été actualisé en 2021. Je vais vous montrer étape par étape comment analyser une société qui est cotée en bourse pour pouvoir investir à long terme, comment comparer avec les concurrents, quels sont les principaux ratios et comment faire l'analyse complète pour bâtir un portefeuille de long terme. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je suis Michael Havaneda et on se voit.